Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo qui, je l'espère, vous plaira. Nouveau, c'est de la chronique sur internet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Anthony Stark, avec un L, c'est important, à ne pas confondre avec lui, ou lui, ou toute sa famille, même si... Jarvis, amène-moi une chocolatine. Non, c'est plutôt le genre de Gus qui fait des podcasts sur internet. Dans Beyond, nous essaierons de parler des adaptations qui pullulent sur nos écrans. De comics principalement, mais également de tout ce qu'il y a dans la pop culture, au sens large. Ici, on va plutôt tenter de se demander en quoi c'est une bonne ou une mauvaise adaptation. Et on verra que souvent le monde n'est ni tout noir, ni tout blanc. Et aujourd'hui, n'en déplaise à ma réplique précédente, ça va être noir. Très noir, plus noir que le café, plus noir que LA, dans une ville tellement sombre et décadente qu'en comparaison, le Chicago d'Al Capone ressemble au jardin des Teletubbies. Welcome to Gotham! Gotham est donc un drama. Comprenez par là qu'on est sur un format qui dure un peu moins d'1 heure en général. Si je t'emmerde, tu le dis? Oh mon Dieu, il fronce les sourcils! Je disais donc... drama policier, donc sur un format d'à peu près 45 minutes, réalisé par Bruno Heller, qui a notamment bossé sur les séries Mentaliste et Rome. Séries qui sont donc des dramas. Diffusées sur la Fox. Depuis 2014, Gotham est l'adaptation du comics Gotham Central, qui a l'idée originale de s'intéresser à la ville de Gotham sans passer par le prisme du Chevalier Noir. C'est une création des scénaristes Greg Rucka et Ed Brubaker, sur lequel on s'arrête tout de suite. Le mec est quand même multi-récompensé pour son travail sur Captain America, Criminal, Daredevil, Iron Fist. Il a aussi travaillé sur X-Men, Catwoman, The Authority. Reconnu pour sa vision originale du super-héros, notamment un chaman suprême, héroïnomane, ou des équivalents de Batman et Superman qui vivent leur amour au grand jour. Entre autres choses. Mais revenons à Brubaker. Young Avenger et même Civil War. Oui, monsieur, le Civil War qui a eu droit à son adaptation en tant que sous-titre de Captain America 3. Ce qui est dommage, mais on en reparlera. Qui, pour info, est le vrai Avengers 2 qu'on attendait. Sachez juste que malgré des ventes faibles, c'est un succès d'estime qui a été primé plusieurs fois. Fin de la parenthèse Brubaker, retour à Gotham. On découvre le jeune et intègre détective Jim Gordon, fraîchement muté et qui fait ici ses débuts au sein du GCPD. Comprenez Gotham City Police Department. Et oui, aux States, quand on parle de la police d'une ville, on rajoute les initiales de Police Department au nom de la ville. À Gotham? Je croyais que c'était à San Francisco. La police de Gotham, donc. Aussi gangrénée et corrompue que le reste de la ville. Donc commençons avec James Gordon, qui est interprété par Benjamin McKenzie, qui a notamment doublé Batman dans l'animé Batman Year One. Sorti en 2011 et adapté de ça. Ben ouais les mecs, c'est un classique. Les origines sombres du Dark Knight moderne, tout est là. C'est la Bible. Gordon fera équipe avec le détective Harvey Bullock, que les vrais connaissent déjà. Toi-même tu sais. En bon ripou. Et que dans le fond, il est pas si méchant. Bullock va tenter d'initier son coéquipier aux règles en vigueur dans cette jungle urbaine. Ce qui leur donnera l'occasion de côtoyer la faune locale. Et le mot faune n'est pas usurpé quand on sait que Gotham est le territoire des freaks. Ces méchants tellement malsains que leur corps finit par refléter la folie de leur âme. Mais avant que ce soit des freaks, c'est d'ailleurs ce que nous a vendu la série. Donc Harvey Bullock, qui lui est interprété par l'acteur Donald Logue, acteur de télévision principalement, certes, mais au CV putain d'impressionnant. Le roi Auric dans Vikings, Lithoric dans Sons of Anarchy, mais aussi New York Unité Spéciale, Dr House, Max Payne, X-Files, Ghost Rider, Monk, Damages, Les Experts, Monk. C'est simple, ce mec est partout à la télévision américaine depuis 1993. Et il peut travailler jusqu'à 6 projets la même année. C'est énorme pour un acteur. Il apporte à Bullock un petit côté blagueur et sympa qui déride un peu Gordon et du coup en fait son sidekick idéal. Il sert de tampon entre la noirceur de la ville et le côté strict de son partenaire. Oswald Cobblepot, a.k.a. le pingouin, connu pour être un des parrains de Gotham dans le comics.
Gotham nous propose également de suivre son ascension au sein de la pègre, côtoyant notamment Sal Maroni et Carmine Falcone, les deux grands parrains du Gotham pré-Batman. Brillamment interprétés par le prolifique Robin Lord Taylor, à qui on ne peut reprocher que sa taille, même s'il n'est pas très grand. Rappelez-vous Danny DeVito. Maintenant, on va parler de Fish Mooney. Elle illustre selon moi toutes les facilités dans l'écriture. Vu que dans les premiers épisodes, chaque enquête commence forcément par une visite dans son bar. Alors bar, pas le poisson. On se demande toute la saison où elle peut bien nous mener. Et quand sa propre intrigue semble faire enfin autre chose que servir l'avancée des personnages précédemment cités, c'est juste une excuse pour lui donner un pseudo-aspect freaks. Et c'est tout. Alors certes, cette interprétation de femme forte par Jada Pinkett Smith est convaincante. Mais a-t-elle été castée pour le rôle ? Ou c'est le rôle qui a été retaillé pour la mettre en valeur ? Mais prenez en compte que son Will Smith de Marie interprète phagocyte Deadshot dans Suicide Squad. Et la rumeur autour de Jaden le fiston, dont certaines rumeurs laissaient entendre qu'il allait jouer Static Shock. Comme quoi, des fois à Hollywood, l'attribution des rôles, ça se joue pas à grand chose. Alors s'appeler Smith, forcément ça aide. Enfin, j'imagine. Le problème, quand on adapte, et particulièrement en série, c'est de vouloir absolument faire rentrer la série dans un moule qui ne lui est pas destiné. Que va-t-on modifier, ajouter, enlever, charcuter, violer avec du sel de Guérande pour arriver au résultat final, malgré certaines choses encourageantes, sur lesquelles nous reviendrons en conclusion. Et plus on avance dans la série, plus elle s'y perd, car elle a décidé d'en faire trop. Gordon qui mène le duo et qui prend à bras-le-corps ses convictions de policier, c'est Bullock, le policier qui connaît le terrain et qui devrait mener la danse. Et pour cela, je vous renvoie à l'épisode Everyone has a Cobblepot, qui est excellent. Le jeune Bruce Wayne, qui évolue dans un monde d'adultes et mène son enquête sans que personne ne s'inquiète. Personne s'est posé la question. Que fout un gamin ici ? Oh, il s'appelle Wayne, donc ça va, on laisse faire. C'est la volonté de donner à un personnage de préquel la substance du personnage adulte et du héros qu'il sera plus tard. Alors qu'il n'a même pas commencé la quête initiatique qui fera de lui le meilleur détective du monde. C'est ce que j'ai décidé d'appeler le Smallville Syndrome. Somebody save me. La relation entre James Gordon et Bruce Wayne, qui n'a pas vraiment de sens selon moi. On voit rarement un détective de police devenir pote avec les victimes. Voilà, il traite le dossier, il passe à autre chose. Un Harvey Dent qui prend pas trop de risques pour pas se fâcher avec la mafia. Alors que c'est un pilier de la lutte contre le crime à Gotham. Il est même qualifié de chevalier blanc dans le Dark Knight de Nolan. Il combat la mafia à visage découvert par la voie légale, en opposition à Batman, qui lui mène son combat hors du cadre de la loi, même si leur but est le même, la justice. L'univers de Gotham laisse beaucoup de liberté pour adapter, même amener de nouveaux personnages. Manque de bol, ils ont préféré faire n'importe quoi avec les anciens qu'on connaît déjà. Comme les troubles de Barbara ou d'Edward Nygma, que je ne détaillerai pas, par souci de spoiler. Ce dernier, le Sphinx, est obsédé par les devinettes. Et c'est tout. C'est pire que le Smallville Syndrome. On cherche à ajouter de la profondeur au personnage, mais là ça vient de nulle part. Ok, les troubles d'Edward Nygma, c'est une super idée et ça aurait pu rendre très bien avec quelques petits ajustements, que je ne vais toujours pas détailler. Mais c'est dur quand même, sachez-le. Mais comme on nous a montré un Edward Nygma tout à fait classique dès le début de la série, tous ces efforts tombent à plat. À part son métier, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ça trahit en rien le matériau de base, même si c'est juste pour qu'il soit là. Et je terminerai avec ce qui est pour moi le bafouage ultime de la licence. Lui. Enfin, je veux dire lui. Parfaite incarnation, selon moi, du Smallville Syndrome. Et comme ses origines sont censées être mystérieuses, je ne vais même pas vous parler de ça. À avoir absolument dans votre collection, si vous êtes fan, ou même si vous n'aimez qu'un tant soit peu le Joker. C'est simple. Si vous savez que ça existe, et que vous dites aimer le Joker, si vous ne l'avez pas lu, vous ne pouvez pas dire que vous aimez le Joker. Alors ok, vous avez trouvé un acteur au faciès parfait pour interpréter ce jeune Joker. Mais tout le monde! Correction, au moins tous les amateurs du Chevalier Noir. Savent, je ne sais plus, que le Joker n'a aucune raison d'exister
sans Batman. Le Joker est la parfaite opposition à Batman. C'est simple, il est capable des pires génocides sous le simple prétexte qu'il trouve ça marrant. Il est la réponse à Batman. C'est de son obsession pour le Chevalier Noir que naît sa folie destructrice. En plus, il a eu droit à des interprétations dingues de la part d'acteurs de folie. Une légende urbaine raconte même que Jack Nicholson aurait rencontré Heath Ledger pour l'avertir de la dangerosité du rôle. Et que lui-même, Jack Nicholson, connu pour incarner des grands tarés au cinéma, fut bouleversé par ce personnage. Bon ok, c'est clairement le genre d'histoire qui sont apparues après et qui nourrissent le mythe autour de la mort d'Heath Ledger. Mais il a été confirmé qu'il ne sortait pas de son personnage entre les prises au point de garder son maquillage. C'est fort! Le faire donc apparaître et faire de lui un simple psychopathe, et ce, en l'absence de Batman, est beaucoup plus qu'une incohérence dans l'intrigue. C'est une erreur monumentale. Monumentale erreur. Même s'ils ont trouvé un truc. Mais chut. Sinon, t'as pas l'impression que tu t'emportes un peu quand même? Oui, c'est sûr, il est pas si présent que ça. Mais il représente selon moi le gros problème de la série, faire du fanservice gratuitement. T'as vu? On t'a mis tous les méchants de Batman que tu aimes. Viens voir ma série. Et tous ces défauts sont amplifiés dans la saison 2. Et je ne prends qu'un seul exemple, l'asile d'Arkham. En craquage complet du puzzle. Au final, l'idée de la série est plutôt louable. Faire un polar. Car Batman est un polar. Reprendre cet univers noir en faisant abstraction de l'encapé pour en faire un polar est une putain de bonne idée. Et ce, même si le comics est contemporain de Batman. La série, elle, préfère se placer en préquel de Batman, sans pour autant s'empêcher d'y faire allusion tout le temps. Alors que la ville de Gotham, à elle seule, est un univers suffisamment riche pour produire un putain de bon polar. Assumez le truc. Pas besoin de Batman, même pas besoin des Freaks. C'est pas parce que vous avez une licence qu'il faut en gratter tous les fonds de tiroir. Mais mec, avoue qu'en série adaptée de comics, ça se place bien au-dessus de ce qu'on peut voir ailleurs. Enfin, la plupart du temps. Alors oui, Gotham n'est pas la pire des adaptations. L'univers est intéressant, vous avez des personnages comme Harvey Bullock, les magouilles de mafieux, certains méchants comme le pingouin ou l'épouvantail bénéficient d'un traitement intéressant, voire plus pour certains, comme leur manière d'exploiter le Red Hood. Une relecture crédible dans le monde d'aujourd'hui qui ne trahit en rien le Red Hood original. L'idée aurait pu parfaitement être dans la trilogie de Nolan. Alors je parle de l'idée, pas l'épisode en lui-même. Mais cette idée, cette putain d'idée, je veux voir ça dans un film, bordel de merde! Beaucoup de choses sont bien faites dans cette série, et c'est justement ce qui m'horripile. Ils en sont capables. Et c'est même la différence avec... Faudrait commencer par définir un niveau 0 de l'adaptation. Ouais, tu penses à quoi? Ben moi je te propose de te mettre au vert. You failed this city. Ah. Ok. Et ça aussi, on en reparlera. Je vous le garantis. Et c'est là la différence avec une série dont on sait déjà qu'il n'y a rien à attendre. L'espoir. L'espoir de voir de bonnes choses à l'écran, même si cette attente est récompensée que bien trop rarement. Le kidam moyen, quant à lui, j'entends par là non amateur de Batman. Il trouvera sûrement son compte. La série est quand même plaisante à voir, même si le what the fuck donne clairement le ton du reste de la série comme le prouvent les dernières saisons. Regardez Arkham! Vous avez déjà vu des détenues féminines porter des robes longues dans la même matière que les tenues des bagnards? Et incarcérées avec ces mêmes bagnards? Non, non et non. Tim Burton n'est plus sur Batman depuis un bon moment maintenant. Foutez-lui la paix. Je crois que tu t'énerves encore. Non, non. Stark pas content! Tu vois, t'es vert. Et ça va pas en s'arrangeant, hélas, croyez-moi. Car au-delà des problèmes dus à l'adaptation, vous avez les problèmes qui viennent directement d'une production bas de gamme. Exemple concret, l'éclairage des feux de l'amour. N'oubliez jamais que quand vous regardez une série, ou tout autre bien culturel moderne, vous êtes autant devant une œuvre que devant un produit. C'est aussi bien l'un que l'autre. À vous de faire marcher votre esprit critique pour discerner ce qui relève d'une vision d'auteur et ce qui relève d'autre part de ficelles déjà vues dans moult productions audiovisuelles, quelles qu'elles soient. Exemple type, c'est le geek qu'on va voir pour faire avancer l'intrigue. Alors pour ça, j'ai une explication, je pense que c'est le seul personnage qui a pensé à garder une copie dématérialisée du scénario sur son ordinateur. Si ce premier épisode est consacré à une œuvre de la licence Batman, ce n'est pas par hasard. On connaît tous Batman. Que ce soit des films de Nolan ou de Burton, ou Schumacher,
Schumacher, je sais plus comment on prononce, et croyez-moi, ça me fait plus de mal à moi de le citer qu'à vous de l'entendre. Au dessin animé de la Warner des années 90, en passant même par les séries live avec Adam West, il a tellement été revisité que ce serait presque une hérésie de dire Batman c'est comme ça et point barre. Bon, sauf pour ça. Ça, c'est la base. Et c'est le seul truc dont vous pouvez être sûr dans l'univers de Batman. Et ça, c'est intouchable. Objection! De quoi? Ne fronce pas les sourcils trop vite. Tu vois ça? Ben ça, c'est Year One, revisité avec brio par le duo Snyder-Capullo. Et c'est très bien, Certes. Et c'est même la preuve que livrer une bonne adaptation ne dépend pas du scénario de base. Et Nolan nous l'a prouvé en proposant des scénarios originaux tout en puisant dans les moments forts du comics. Comme un long Halloween pour The Dark Knight, ou Nightfall pour Dark Knight Rises. Bon, ok, j'arrête ici avec Nolan, promis. L'important c'est d'être fidèle à ton univers de base sans forcément faire du copier-coller de case par case. Ce que fait régulièrement Warner, ayant droit de DC Comics, avec les animés Batman et Justice League. C'est pas mal si vous voulez parfaire votre culture du comics et que vous avez la flemme de lire. Par contre, vous perdez beaucoup sur la saveur de l'histoire originale. Je te le fais pas lire! Et même dans la continuité des New 52, Scott Snyder et Greg Capullo continuent de faire un travail remarquable. Et pour rendre un double hommage à mon vidéaste favori ainsi qu'à ma chaîne télé favorite, je vous propose un conseil de regardure pour toi qui veux regarder une vraie série Gotham. Tu aimes les polars, les faits cripous, les guerres de gang et les insatiables quêtes de pouvoir? Regardez The Shield. Alors certes, le soleil de Californie semble beaucoup moins noir que la nuit gothamienne. Eh bien c'est faux. Car vous allez suivre la brigade anti-gang menée par Vic McKay dans les bas-fonds de Farmington, un quartier pauvre de Los Angeles. 7 saisons pendant lesquelles la tension ne descend pas. C'est très bien écrit, c'est réalisé avec une caméra à l'épaule qui t'ancre la série dans le réel, avec des personnages attachants et développés. Moi je dis, pas besoin de freaks quand t'as Vic McKay qui casse des culs par paquet de 10 000. Il est presque aussi badass que Killer Croc. Enfin celui-là, hein. Pas celui-là. Il exagère un peu, mais il est vachement plus badass qu'un caillou quand même. Et le destin me donne raison, car Michael Chiklis, l'interprète de Vic McKay, est désormais dans Gotham. Et ce n'était pas le cas au moment de l'écriture de ces lignes. Bouya. Oui, ça fait longtemps que je traîne ce projet dans ma besace. Voilà, c'était Anthony L. Stark pour Gotham. Et c'était bien, mais pas top. Et encore je dis bien, mais uniquement parce que je sais qu'il y a pas top derrière. Donc dans ces cas-là, je me dis qu'on pourrait dire pas top. Même si la série aurait pu être pire. Égarement de ma part, la saison 2 et la saison 3 font pire. Et si tu n'es pas d'accord avec tout ce que je viens d'exposer, viens me clasher la gueule dans les commentaires! Ou s'expliquer poliment en quoi nos avis divergent. Verge!